Bonjour à tous, bienvenue sur Entre deux vins, le podcast de l'application Eni. Tout simplement, avant de commencer, je vais vous expliquer ce que fait cette merveilleuse application qui nous permet de nous réunir ici avec Sophie. L'application Eni, c'est une application de gestion de cave à vin qui vous permet de gérer votre cave de A à Z avec vos stocks, retrouver même où est positionnée votre bouteille dans votre cave, ce qui peut être précieux à certains moments quand on en a un peu beaucoup, et qui va surtout vous donner l'apogée des bouteilles que vous avez conservées et donc quel est le meilleur moment pour les déguster. Donc j'espère que celles que nous a apportées Sophie sont parfaites et prêtes à déguster. Totalement. Et en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. Et avant de te demander de te présenter, j'aimerais te demander pourquoi le vin. Oh, waouh. Bon, bonjour à tous. Je suis très honorée d'être là. Merci beaucoup, Nicolas. Pourquoi le vin ? Eh bien, figure-toi que assez intuitivement, je m'étais posé la question en venant en métro. C'est vrai ? Ouais. Est-ce qu'il va me poser cette question-là ? Non, mais c'est où je me la suis posée aussi à moi-même, hein, parce que dans ces cas-là, ça permet aussi de faire un peu le point. Et je crois que pourquoi le vin ? Parce que deux choses. Premièrement, une famille qui n'est pas du tout dans le vin, mais qui est dans l'attachement au terroir, à la nourriture, à toujours bien manger, à la Dordogne avec ces matins où je me réveillais vers 8h et où le repas du midi était déjà sur le feu. Ou la veille, on avait déjà dit qu'est-ce qu'on mange le lendemain midi. Pendant le dîner, d'ailleurs, on en parlait. Pendant le dîner, bien sûr, on en parlait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la nourriture a toujours été centrale. Mais au final, sans doute à sa bonne place. Parce que ce qui nous nourrit fait ce que l'on est. Donc, je pense que c'est des sujets qui, aujourd'hui, reviennent de manière assez... comment dire, j'allais dire, pas tout à fait franche au goût du jour. Oui, on voit que c'est important, mais en même temps, peut-être qu'on se donne pas les moyens de justement remettre cet aliment qui est, enfin, c'est ce qui nous nourrit tous les jours, ce qui fait qu'on a l'énergie, ce qui fait qu'on est en bonne santé, ce qui fait que, voilà. Donc en tout cas, nous, c'était central. Et bien sûr, venait avec la nourriture, les boissons. Alors sans des boissons, mais en toute décomplexion. Enfin, oui, décomplexion. C'est-à-dire, c'était vraiment pas il n'y avait pas de sujet de se dire oh, je connais pas ce vin, etc. Non, vraiment pas. En tout cas, c'était une boisson qui était largement plébiscitée par toute la famille et notamment avec une petite bataille tout le temps Cahors-Bordeaux parce que la Dordogne étant un peu entre les deux et que surtout j'avais une partie de ma famille qui est juste de l'autre côté dans le département du Lot. Il y avait toujours des discussions assez marrantes. Donc déjà ça, on va dire ce goût pour le goût. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça la première des choses. Et pour les bonnes choses. Et pour les bonnes choses, oui, tout à fait. Qui bien sûr, enfin, bonnes choses que ce soit alimentaire, sublimé par effectivement la boisson, quoi. Qui, en l'occurrence, nous traditionnellement en France, c'est quand même le vin. Ok, donc t'as approché ça, on va dire, par le côté bien manger, ouais. D'abord, une première sensibilité, donc on va dire ça c'est un peu le terreau. Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché un peu plus les choses pour le monde du vin ? Donc, pour le monde du vin, ce qui a déclenché les choses, c'est que je suis partie, donc bordelaise d'origine, périgourdine quand même dans l'âme. Attention. Exactement. Et ensuite, je suis partie pour mes études à Montréal, étudier pendant 3 ans. Et quand on arrive à Montréal et qu'on est bordelaise, les Québécois, de manière tout à fait logique, me disent tu vas choisir le vin. Et là, je me suis sentie un petit peu légère quand même en connaissance. Pas assez, en tout cas, fournie et surtout habile pour pouvoir justement avoir la bonne recommandation. Une grande pression sociale, il faut trouver la bonne bouteille. Culturelle, quoi. Enfin, vraiment de se dire, en fait, mais non, c'est vrai que c'est ma culture et je la maîtrise pas tant que ça, quoi. Donc voilà, pendant mes études ont continué et en fait, je suis revenue à Bordeaux pour des raisons diverses et variées. J'avais 1 an et je me suis dit, forme-toi dans le vin avant de repartir à Montréal. En fait, c'était ça l'histoire. Ok. Et donc, je me suis formée pendant 1 an dans le vin, sur la partie plus commercial marketing quand même. D'accord. Mais il y avait des notions assez techniques, donc c'était chouette. En alternance auprès d'un vigneron qui est devenu un mentor, un deuxième papa pendant très longtemps et l'est toujours
et l'est toujours, il se reconnaîtra. Et donc voilà. Et ensuite, je me suis dit, mais bien évidemment que je vais rester là-dedans. Donc ça, je dirais que c'est la première raison familiale, culturelle, etc. Et il y a une deuxième raison à laquelle j'ai pensé justement ce matin. C'est la rencontre avec un livre à l'école. Je devais être au lycée, en spé espagnol. Et ce livre s'appelle Como agua para chocolate. Et en fait, ça fait longtemps que je recherchais le titre. Je suis très fière de le retrouver pour venir ce matin. Parce que ce livre raconte l'histoire d'un couple, etc. à travers, et en fait, le chocolat, enfin la cuisine, les repas sont pris pour transmettre toutes les émotions possibles et imaginables, en fait, et toutes les histoires qui se passent dans ce couple, quoi. Et je crois que c'est aussi ça qui m'anime beaucoup, c'est que à travers le vin, et puis surtout, ne produisant pas des vins dans des grandes appellations ou avec un nom. Enfin, c'est pas du tout notre histoire à Yorick et à moi. En tout cas, notre histoire, elle est de transmettre des valeurs, de l'affection, de l'amour, je crois, à travers ce que l'on produit au quotidien, en fait. Et je retrouvais beaucoup de choses, en fait, en parallèle avec ce livre, que je recommande. Lisez-le si vous voulez tomber dans le virus du vin. C'est très oui, ou des émotions, en fait, en tout cas de l'importance des repas. Enfin, c'est une approche assez latine, d'ailleurs, c'est assez sympa. Tout à fait. Ouais. Bon, bah, génial. Et alors, super histoire, on va pouvoir creuser tout ça. Je trouve ça super, merci pour cette réponse. J'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, du coup, tout simplement, et le domaine que tu as créé, en fait. Tout à fait. Donc, Sophie Lavaux, nous habitons, je dis nous, parce que je n'aurais pas pu faire ce projet toute seule, donc avec Yorick, mon mari, à Langoiran. Langoiran, nous sommes sur la rive droite de la Garonne, la rive vallonnée, que l'on appelle Côte de Bordeaux, historiquement, qui part d'un peu plus haut de Bordeaux et qui descend presque jusqu'à Langon, qui suit la Garonne. C'est un endroit de Bordeaux que je ne connaissais pas vraiment, mais dont est originaire Yorick, un petit peu plus en Créon, l'Entre-deux-Mers, tout ça, Carignan de Bordeaux, toutes ces villes, dont je suis vraiment tombée amoureuse. C'est un endroit très vallonné, très sauvage, en tout cas, où la ville n'est pas maîtresse, donc on a aussi beaucoup de forêts encore. Ok, donc plus diversifié, tu veux dire, que certains endroits de Bordeaux où il y a des grandes étendues de vignes. Exactement. Et un côté, il y a quand même un tout petit peu de grande culture aussi. Voilà, en tout cas, il n'y a pas que de la vigne. Et ça, je trouvais ça quand même c'est assez agréable. Et il n'y a pas que de la vigne parce que tout simplement, les reliefs ne le permettent pas. Oui, aussi. Cette notion limitante, on va dire, naturelle. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ce domaine s'appelle le domaine Les Carmels. On l'a créé en 2010. En 2010, on l'a créé... j'allais dire sur un coup de tête, non pas du tout. En fait, quand nous nous sommes rencontrés avec Yorick, une des premières choses qu'on s'est dites, mais vraiment, je pense à notre premier rendez-vous amoureux, ça a été un jour on aura une exploitation agricole. J'ai pas dit, agricole. Voilà, au sens large. Au sens large, une exploitation agricole. Alors bon, lui ingénieur agronome, œnologue, on est quand même beaucoup plus. On était déjà un peu orientés et déjà il travaillait dans la production de vin. Ok. Et moi aussi, j'étais quand même. Puis notre région est quand même très dédiée à ça. Bien encore. Sûr. Donc voilà, on s'était dit ça. Donc ça, c'était en 2007. Ouais, j'allais te dire quand ça remonte. Exact, 2007, on se rencontre. À Bordeaux, du coup? Oui, à Bordeaux, tout à fait. Donc toi, t'étais revenue... J'étais revenue de Montréal. D'accord. Juste, j'ai diplômé... non, j'étais pas revenue de Montréal. J'ai diplômé en 2008. Et on s'est rencontrés en 2007. Donc on a fait 1 an un peu à distance, etc. Et quand je suis revenue en 2008, moi j'ai créé une première société qui n'est pas le domaine, une société de conseil autre. Ok. Et ensuite... qui faisait quoi en tout cas, qui fait toujours. Qui s'appelle Sophie Blanc Consulting, qui est une jeune fille, originale, qui fait de l'accompagnement auprès des vignerons sur la partie marketing commercial. D'accord. Des audits, tout ce que... assez couteau suisse finalement, de la gestion aussi de collectifs de vignerons pour
D'accord. pour mutualiser des moyens, etc. Donc voilà. Donc il fait toujours Son activité. ouais, toujours complémentaire. Et donc en 2008, je crée cette première société. Et puis Yorick était toujours salarié, lui, dans le négoce à Bordeaux. D'accord. Et, Donc déjà dans le monde du vin. bien sûr, déjà dans le monde du vin. Je dis bien sûr, pardon, de manière peut-être un peu trop évidente, mais dans le sens où je pense que c'est dur d'intégrer le sérail de l'agriculture, enfin de la paysannerie, même si je sais qu'à Bordeaux, c'est sans doute pas un mot qu'on utilise régulièrement, mais en tout cas de l'agricole, quoi, en général. Alors si en plus on n'est pas déjà un petit peu reconnu des gens qui œuvrent au quotidien dans ce milieu-là, je pense que c'est encore plus difficile. Oui, c'est se créer son réseau d'une certaine manière aussi. Tout à fait. Et donc voilà, donc on est à Bordeaux en 2008, tous les deux réunis, et en 2010, Yorick a toujours, depuis 2007 en fait, il regardait déjà des terres, etc., un peu à droite à gauche, voilà. Et en 2010, il me dit, écoute, j'ai des vignerons, c'est toujours marrant, mais bon, on est là pour dire les choses telles qu'elles se sont passées. J'ai des vignerons qui ne veulent pas de certaines terres, donc on peut aller voir si tu veux. Super, bien vendu. C'est pas lui qui s'occupe du marketing. C'est vrai, tu as raison. Mais ce qui est aussi marrant, c'est de se dire que dans ce rapport que je trouve un peu féodal quelque part, de dire écoute, nous on n'en veut pas, on a regardé, on s'est servi, prenez ce qui reste. Ok, pourquoi pas. Et en même temps, je crois que c'est aussi finalement, juste que quand on est agriculteur, c'est tellement dur qu'effectivement, il y a une notion aussi de, on y regarde, après tout, pourquoi, et puis nous, nous n'étions pas agriculteurs, donc il y a toute une notion aussi de rentrer même au niveau de la profession, quoi. Ouais, bien sûr. La profession qui donne accès aux terres, en fait. Ouais, c'est ça qui est vraiment important. Donc voilà, donc on va voir cet îlot de terre à Langoiran de 15 hectares. Il y avait 5 hectares de vignes, 5 de prairies, 5 de forêt. Ce qui nous plaît beaucoup, parce qu'en fait, on ne voulait pas que de la vigne et pas de bâtiment. Pourquoi pas de bâtiment ? Parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un petit bout de pierre directement. Ça a monté dans des budgets qu'on ne pouvait pas se permettre. Et au-delà de ça, je dirais, c'était peut-être pour nous rassurer, mais en tout cas, il y a aussi cette notion que quand on crée quelque chose, surtout en agroalimentaire, parce que le vin reste de l'agroalimentaire quand même, bien sûr. Finalement rénover quelque chose qui n'est pas optimisé dans la production, pour la production, finalement c'est peut-être une plus grosse galère, en tout cas quelque chose de parfois plus même difficile. Plus d'investissement, en plus Exactement. on veut conserver peut-être quelque chose qui est existant alors que c'est pas du tout adapté. Exactement. Donc nous sommes partis d'une feuille blanche, ce qui parfois est plus simple. Tout à fait, ce qui a un côté sans doute très stressant et pas évident, mais qui effectivement nous a permis de faire exactement ce que l'on pensait le mieux pour faire du vin aujourd'hui. Donc vous avez quand même créé un bâtiment là-bas ? Bien sûr, tout à fait. Bâtiment que l'on a intégré en 2012, donc en 2010-2011, on a levé la récolte qui était hébergée chez voisins, qu'on louait. Ouais. On louait un espace. Ce qui se fait très bien, il y en a qui le font dans le temps long d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Et en 2012, on a intégré le bâtiment de production et le premier millésime donc réalisé au Carmel, c'est 2012. Ok, génial. Oui, alors attends, on revient un peu en arrière. Tu visites, tu te rends sur place, tu vois les 15 hectares. On voit les 15 hectares. Moi, j'ai énormément de mal à me projeter. Mais vraiment, à me projeter dans le... Yorick là-dessus est incroyable. Il voyait où les bâtiments allaient être, comment ça allait s'organiser, etc. Moi, je voyais de la terre. Oh là là. Beaucoup de vignes déjà, 5 hectares, je me disais c'est dingue, ça fait beaucoup de pieds de vigne tout ça. En fait, 5 hectares c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours du mal un peu à se rendre compte de ce que ça fait en termes de superficie, sans le voir sur une carte ou même en délimitant avec un vigneron près d'une parcelle. D'ailleurs, je vous invite à le faire si vous allez, si vous visitez un domaine aussi, qui puisse vous dire, un hectare, qu'est-ce que ça représente plus ou moins quand on se balade dans les vignes, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est très difficile. En plus, il y a une notion de d'étendue qui finalement paraît pas très grande alors qu'il y a déjà 3 hectares qui finalement se rassemblent, quoi. C'est assez
Avec les reliefs en plus, ça peut être vraiment pas évident. Tout à fait. Ok. Voilà. Donc, t'arrives pas à te projeter. Ouais, lui, il me dit, écoute, en tout cas, on cherchait un terroir. Alors, la chose qui pour Yorick n'était pas négociable était que travailler les vignes, mieux les rendre plus productives, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire s'en occuper de manière à ce qu'elles soient équilibrées, etc. Ça, il sait faire. Ok. En revanche, si le terroir n'est pas là, on peut rien faire. Donc, il m'a dit, en fait, la chose qu'il faut juste que tu te dises, c'est ce que tu ne vois pas, c'est sous tes pieds, et je te promets que de tout ce que j'ai regardé, là, il y a du terroir. Ok. Donc ça, c'est quand même un premier point hyper important. Bien sûr. Ouais. Et je dirais que c'est la chose capitale et c'est la chose qui fait que, bien sûr, encore une fois, Bordeaux, souvent, et bon, bien sûr que ça s'est largement calmé ces dernières années, mais par exemple, on dit « Ah, mais les Chinois, quand ils prennent des exploitations, blablabla, etc. Après, ils emmènent tout le savoir chez eux, ce qui est très OK. » Mais en fait, à aucun moment, ils amenaient le terroir. Donc, en fait, je vois pas à quel mot... Enfin, pour moi... je vois pas reste comment... Bordeaux, et à la rigueur qu'ils apprennent à faire du bon vin ici. Bien sûr, et comment au 21e siècle on partage pas son savoir, enfin je comprends pas. Mais bon voilà, donc en tout cas oui, non, le terroir ça s'exporte pas encore. Et pour le coup oui, on a du terroir au Carmel, ouais. Ok, donc ça c'est ce qui a bousculé la décision un petit peu. Complètement. Et ça s'est fait le jour même? Alors ça s'est fait le jour même. C'est-à-dire il y a tout de suite eu un espèce de coup de cœur un petit peu à se dire bon... Ouais, je pense que... Alors pour tout te dire, c'est marrant parce qu'il y a eu tellement d'épisodes après difficiles que oui, je pense que très rapidement on a dit on prend. Ouais, tout à fait. Oui, d'accord. Ouais. Très rapidement, on a dit on prend. Et ensuite, nous sommes rentrés dans les méandres de l'administration, ce qui n'est pas évident tout à fait. Et de la... du fonctionnement des terres avec sans doute des baux qui sont attachés avec d'autres sociétés. Enfin, après, il y a une complexité réellement administrative qui est très importante. Puis avoir un statut d'agriculteur aussi. Tout à fait. Tout ce genre de démarches aussi, qui sont pas les plus plaisantes. Qui en tout cas prennent du temps. Ouais, exactement. Prennent du temps et je crois sont aussi capitales. Ces démarches parce que vont être quand même à l'origine de tout ce qui va se sortir de terre, que ce soit les sociétés, les manières de fonctionner, etc. Donc il faut vraiment regarder ça avec beaucoup d'attention, quoi. Ok, d'accord. Oui, donc là on rentre un petit peu dans le détail de ça y est, ça devient très concret. Ouais, tout à fait. Et donc à qui elles appartenaient un petit peu Alors ces terres appartenaient à un Anglais. Ok. Qui est toujours implanté vigneron à Créon, juste à côté. Et le pragmatisme anglais que j'adore avait fait que dans les années 90, ce monsieur avait des moyens assez importants. Et donc, il a acheté un premier domaine au cœur de Créon, intramuros, très joli. Et il est allé voir le laboratoire œnologique de Créon. Il leur a dit... Est-ce que vous pouvez me dire où est située les terres dont les analyses de vin sont les meilleures? C'est pragmatique. Très pragmatique. Analyse de vin veut dire IPT, tout des mesures. Voilà, des mesures de qualité, de tanin, Donc c'est quoi? C'est la maturité un petit peu? C'est ce qu'on appelle l'indice phénolique total, sans dire de bêtises. Et cette IPT mesure pour moi, et là je parle sans trop maîtriser, voilà, exactement, la charge tannique, c'est-à-dire la structure, quoi. Ça permet de mesurer en fait la structure du vin. À vérifier. D'accord. Mais voilà. Ne prenez pas ça pour acquis, mais exactement. mais en tout cas, c'est une bonne base. Voilà. Et l'IPT est quelque chose qui est toujours assez regardé dans les analyses de vin. D'accord. Et donc il a trouvé cet endroit, il leur a dit, voilà, il y a cet endroit, etc. Bon, très bien, il allait visiter, il a acheté, il a restructuré.
parce que c'était des vignes, je pense, qui à l'époque devaient peut-être être en 3 mètres D'accord. d'écartement. Ce qui est énorme aujourd'hui. Ce qui est énorme aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'entre-deux-mer à Bordeaux, donc entre la Dordogne et la Garonne, finalement, ces vignes de 3 mètres, pourquoi ? Parce que c'était une zone qui était essentiellement polyculture, notamment élevage, grande culture, qui dans les années 90 s'est largement mis au vin, enfin à la vigne, à la culture de la vigne. Et quand cette zone s'est mise à la culture de la vigne, il se trouve que les agriculteurs ont eu cette réflexion de dire attends, on va pas racheter un tracteur exprès pour travailler la vigne. On en a déjà un pour les autres cultures, donc on va adapter les vignes. Et ça va passer à 3 mètres. En fait, historiquement, c'était 3 mètres. D'accord. Ça a été, et c'est ensuite où ça s'est bien sûr... Alors, après, les vignes à 3 mètres sont très critiquables d'un point de vue concurrence de la vigne, qualité, etc. Néanmoins, travailler d'une certaine manière avec des hauteurs de palissage, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi relativiser. Ça dépend, encore une fois, comment on les travaille, tout à fait. Mais bon, la preuve, c'est que l'IPT, c'est bien ça, était déjà bon, alors qu'elles étaient dans ce type de culture. Donc, ça ne fait pas tout non plus. Exactement. Et donc, ils restructurent. Ça veut dire quoi ? Donc, quand on restructure un vignoble, c'est qu'effectivement, souvent, soit on arrache, soit on replante un rang au milieu pour densifier, en fait, le nombre de pieds par hectare, etc. Et donc là, lui, carrément, il me semble que ce qu'il a fait, c'est qu'il a arraché. Il a restructuré dans le sens où il a reterrassé à certains endroits pour que ce soit plus confortable pour travailler, voilà. Et ensuite, il a replanté. Ok. À 5500 pieds hectares, ce qui est plutôt une densité très correcte pour nous, l'appellation dans laquelle on est, Cadillac Côte de Bordeaux, c'est... Pas de surdensité et pas de sous-densité. Exactement. Ouais. C'est des vignes qui sont écartées à 1,80 m. D'accord. Tu vois, donc c'est au niveau du rang. On a presque pu la mettre entre 2 pieds de vigne. Alors. Ouais, exactement, tu as raison. C'est pour ça que je me pose la question, mais non, parce que je sais qu'il a terrassé. Donc quand tu arrives et que tu reprends le domaine, globalement, les vignes ont plus ou moins 15 ans, 20 ans. Exactement. Ouais, tout à fait. Ok. Exactement. Ouais, tout à fait. Avec un domaine qui donc épouse un mamelon argilo-graveleux, donc avec des vignes très, très joliment orientées finalement. D'accord. Dont une parcelle au sud du mamelon qui s'appelle la Côte Rôtie, au parcellaire, donc très pentue avec... Et on n'est pas en vallée du Rhône. Et on n'est pas en vallée du Rhône, exactement, avec une roche-mère calcaire qui peut être affleurante à certains endroits. Enfin, un beau terroir, effectivement, ouais, tout à fait. Ce qui a permis la décision, de toute façon, ce que tu disais. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc là, tu reprends, tu commences les premières cuvées avec un élevage, on va dire, excentré du domaine le temps que les bâtiments se construisent. Exactement. Et en 2012, on intègre le premier bâtiment qui comprend un chai de vinification, un tout petit chai d'élevage, un petit garage et la maison au-dessus. Génial. Donc ça y est, vous êtes implanté géographiquement aussi sur place, exactement. Ouais, tout à fait. Et alors moi, tu vois, en préparant le podcast, il y avait un truc où je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aborde ensemble, c'est comment est-ce qu'on crée la notoriété d'un domaine. Waouh. Parce que, bon, c'est un peu ton métier en plus. Ouais, tu as raison. T'accompagnes, on va dire, des vignerons là-dessus, tu vois, mais... Tout à fait. Moi, je me disais, mais en fait, t'as repris le domaine. Déjà, est-ce qu'il s'appelait déjà Les Carmels ? Pas du tout. Ok. On a créé le nom, ouais. Donc, ça va du choix du nom jusqu'à la notoriété. Comment est-ce que ça s'est fait, cette partie-là ? Est-ce que ça s'est fait à deux ? Comment est-ce que tu l'as imaginé ? Enfin, j'imagine que ça a dû te prendre des jours et des nuits de sommeil aussi. Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, en fait, alors, il y a des choses qui appartiennent à la théorie et il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est aussi ma personnalité, je pense, qui appartiennent à l'intuition. D'accord. Donc, effectivement, ce domaine n'avait pas de nom parce qu'il était rattaché à une autre exploitation agricole. Donc, en fait, il avait le nom de l'autre exploitation. Forcément. Donc, comme l'autre exploitation restait complètement active, bien évidemment qu'on n'allait pas utiliser le même nom. Donc, il n'y avait pas de nom. Et ça, effectivement, c'est un sacré sujet parce que
nommer un domaine, tu as tout à fait raison, c'est que bien évidemment, je me disais, mais derrière, c'est la marque, quoi. Il va falloir qu'on arrive à... Bon. Et pour tout te dire, l'histoire telle qu'elle est, et je la livre ici telle qu'elle s'est passée, le père de Yorick, qui est quelqu'un catholique pratiquant, un jour arrive, très intuitif aussi, un jour arrive sur le domaine et nous dit « Les enfants, j'ai rêvé du nom, il faut que ça s'appelle Les Carmels. » En référence aux carmélites, c'est ça ? Tout à fait. J'ai envie de dire dans son univers à lui, bien sûr, évidemment, ouais, tout à fait. Je me dis, ok, alors pour le coup, je suis athée, non baptisée, voilà. Je me dis, waouh. Alors, c'est pas que je suis pas croyante, hein, mais en tout cas, j'ai pas de religion. Et je me dis, waouh, c'est quand même assez incroyable comme idée. Les Carmels. Et il nous dit, en fait, pourquoi les Carmels ? Parce que en hébreu, les Carmels, ça signifie les jardins. D'accord. Et comme vous n'allez pas faire que de la vigne, mais là, on est en 2010, quoi. Oui, bon, pour l'instant, on a déjà un petit sujet sur la vigne, mais ok. Mais on avait déjà dit qu'effectivement, on ne ferait pas que de la vigne, il a tout à fait raison. Mais en fait, on peut imaginer qu'il y a plein de jardins qui cohabitent sur ces terres, et ça fait une belle histoire. Je lui dis, ok. Et en fait, il nous raconte ça, donc. Et moi, je me dis, les Carmels, mais c'est marrant parce que ça me parle. Et donc, effectivement, je me dis carmélite. Et je me dis, et quand j'habitais à Montréal, ma famille de cœur qui se reconnaîtra également si j'écoute ce podcast, habitait dans une rue, et habite toujours dans une rue, au bout de laquelle il y avait un carmélite. Et où, en fait, qui était complètement fermé, parce qu'en plus, c'est un ordre religieux qui est très conservateur, très discret, très retiré, quoi, finalement. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Ça doit être quand même assez étrange. Et je me suis dit, c'était un beau... il y a un regroupement un peu de... Exactement, très beau clin d'œil, très belle histoire, etc. Donc j'ai dit, eh bien, allez, on y va. Donc un nom qui a du sens, d'une certaine manière, en fait. Tout à fait. Il y a aussi ça. Ouais. Puis l'ordre des Carmels, le travail a une place quand même assez spécifique, qui, je pense, malgré nous, grâce à nous, je sais pas, nous incarne bien avec Yorick. Nous sommes des gens où le travail n'est pas pour avoir des loisirs, mais le travail doit être aussi épanouissement et parce que sans doute qu'on travaille beaucoup quand même, au final. Oui, mais est-ce que c'est l'un ou l'autre l'origine, tu vois, d'une certaine manière, tu vois ? Est-ce que c'est parce que tu adores ton travail que tu te réalises là-dedans, ou est-ce que c'est parce que tu as envie de te réaliser que tu fais ce travail ? Ouais, tout à fait, je suis entièrement... C'est très philosophique, tout ça. On va pas aller plus loin dans ce sujet-là, mais bref, voilà, c'est... Ouais, tout à fait. Ok, donc le nom est créé. Donc le nom est créé. Mais le nom, c'est la base, quoi. Tout à fait. Domaine parce qu'il n'y a pas de château. Ouais. Il n'y a pas de château. Tu n'as pas créé un château ? Non, nous n'avons pas fait ça. Une maison en bois, donc c'était pas du tout. Et je crois que dans la notion de domaine, pour moi, là aussi, j'avais envie d'exprimer l'ouverture. D'accord. L'accueil un peu. Ouais, exactement. Ouais. L'ouverture, l'accueil, accessible, en fait. Que je trouve un petit peu moins sur une notion peut-être de château et... Voilà, donc c'était dans ce sens-là. Plus ouvert, plus accessible. Exactement. Voilà, donc la marque est créée. Maintenant, il faut créer la première étiquette. La première étiquette que l'on crée comment ? Parce qu'elle est importante dans l'histoire, dans la création de la marque. On se marie en 2011. Juste avant de se marier, on s'octroie 3 jours dans le Pays Basque à la Bastide-Clérance pour prendre un bol d'air avant de se marier, parce qu'on avait beaucoup travaillé avant avec tout ça. Et à la Bastide-Clérance, on rencontre un enlumineur qui reprend donc les codes de l'enluminure, donc pigments naturels. Encore une fois, on retombe quand même dans un contexte assez religieux, j'avoue, de scènes religieuses, etc. Et on lui achète une enluminure sur laquelle on flash et on lui dit « Est-ce que vous voulez créer une étiquette de vin ?» Il nous dit « Mais moi, je ne sais pas faire ça. » On lui dit « Mais vous inquiétez pas, on vous envoie... on réfléchit à des mots-clés et à partir de ces mots-clés, vous nous
Proposer quelque chose. Voilà, vous nous proposez une enluminure que l'on prendra. Oh, très bien. Mais monsieur, alors il s'appelait Gérard Carbonieux, je pense, si je fais pas d'erreur. Désolée si j'écorche le nom. On communique par courrier pendant, je pense, ça dure bien 3 mois, où on fait des échanges de courrier, où il nous envoie ses premiers jets, retours, etc. Donc on lui envoie nos mots-clés. Et d'ailleurs, c'est vrai que je t'ai pas porté cette bouteille, mais et en fait, il nous sort une étiquette, une enluminure absolument incroyable, avec des archanges, avec 6 ailes, pas toujours le même nombre de pieds, d'orteils quand on regarde vraiment en détail. Enfin, quelque chose d'assez, avec plein de significations, plein d'histoires, quoi. Et en fait, donc on vectorise ce dessin et on le met sur notre première cuvée qui était la cuvée Les Vendanges. Et cette étiquette, je crois, est le terreau de tout ce qui va se passer ensuite sur la création de la gamme, en sachant que cette étiquette est mise en abîme dans toutes les autres étiquettes de la gamme. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on la retrouve à chaque toujours fois. dans notre gamme régulière. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ça, c'est fait pour, on va dire, la partie plus esthétisme, enfin en tout cas design graphique. Et avant ça, c'est-à-dire avant cette rencontre, il n'y avait pas de base, quoi. Non. Tu savais pas avec quoi allait ressembler ton étiquette. Et je crois qu'en fait, la création d'une marque, aujourd'hui, ne peut pas se faire sans des relations et la mise en lumière de ces relations et de la spontanéité. Enfin, tu vois, alors j'adore ce mot-là. Yorick va beaucoup rigoler s'il m'entend le dire, de la synchronicité des choses. D'accord. C'est-à-dire être à l'écoute de personnes que tu croises et qui... mais c'est génial, en fait, vous pourriez faire une étiquette de vin, parce que personne n'a peut-être eu cette idée-là déjà, mais pourquoi pas, quoi, après tout. Et voilà, et en tout cas d'avoir une histoire à raconter autour de ça. C'est sûr que j'aurais pu faire un appel d'offres auprès de graphistes, ce qui est mon job plein de trucs. Mais je crois que c'est moins... il y a moins de contenu. C'est pas parce que ça te ressemble moins? Bien sûr. En fait, c'est ça, peut-être. Tu me dis si je me trompe, mais moi, ce que j'entends de la création du domaine au nom, en allant jusqu'à l'étiquette, il faut que ça te ressemble, quoi. Bien sûr. Tu l'incarnes, et c'est ton incarnation aussi, parce que vu que t'es la première, vous êtes tous les deux les premières personnes qui ont construit. Il faut que ça vous ressemble aussi, quoi. C'est votre histoire avant d'être presque l'histoire du domaine uniquement, quoi. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un dernier point à rajouter à ce que tu dis qui est très vrai, c'est que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Rick aussi rigolerait. Mais bien évidemment que tout ce que je fais pour les autres, je le fais beaucoup moins bien pour moi. Super. Mais c'est normal. Sauf j'espère quand même. ça, par contre, j'avoue que... Mais je le fais pas pour les autres. C'est peut-être pour ça, alors. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Ensuite, sur la création de la marque, il y a quelque chose qui est important, bien évidemment, c'est son positionnement sur le marché. Ouais. Et là, avec Yorick, les choses étaient très claires dès le départ, de se dire, on ne peut pas produire du vin, parce que ça pourrait être l'histoire dans la région viticole dans laquelle on se trouve à Bordeaux. On ne peut pas produire du vin et ne pas gagner d'argent. Alors, ça ne veut pas dire ne pas gagner beaucoup d'argent, mais ne pas gagner l'argent nécessaire pour pouvoir bien payer les gens, parce que ça me paraît être quand même quelque chose déjà très important, correctement payer les gens, entretenir les vignes correctement, avoir des projets de développement, voilà. Enfin, en tout cas, d'avoir vraiment... Voilà. Et ça, je crois aussi que ça fait partie ça fait pas forcément partie de logique agricole. Oui, c'est pas uniquement le bon sens paysan. C'est ça. Mais c'est aussi, c'est peut-être presque ce qui devrait aussi faire partie du sens paysan, dans le sens où c'est la pérennité aussi de ton exploitation, quoi, agricole, qu'elle soit viticole ou autre, quoi. Tout à fait. Mais c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Bien sûr. Et alors il y a ça. Et deuxièmement, parce que c'est facile à dire quand on arrive, etc. Je trouve sans doute mes premiers propos. Mais les deuxièmes propos par rapport aux positions de la marque, c'est aussi de se dire que nous, on n'avait on n'avait aucune pression familiale, on
aucun lien qui nous lie à un passé quelconque. C'était une feuille blanche. Donc tu en décides. fait, si on a envie de positionner le vin à 10 € hors taxe, on le positionne à 10 € hors taxe, qui paraît peut-être sans doute très cher par rapport au niveau des vins qui sont produits dans l'appellation, mais en fait, on n'a pas un papa, une maman, un tati, un tonton qui vont nous dire non mais ça va pas, mais tu t'imagines, jamais tu y arriveras, etc. Ça on l'avait pas. On t'a pas limité aussi dans... Donc en fait on était un peu fous, et sans doute qu'au début, quand on a la première cuvée qu'on a créée, qui est notre cuvée, notre grand vin quelque part, aujourd'hui c'est un vin qui vaut 25-30 € sur le marché, voire 60. Il y a quelqu'un qui a acheté un vieux millésime à 60 €. C'était assez incroyable d'ailleurs, cette histoire. Bref. Faites attention, ça grimpe, achetez. Oui, c'est ça, dépêchez-vous. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que oui, effectivement, on avait aussi ce truc de... Enfin, on n'avait pas de pression culturelle ou sociale par rapport à un environnement dans lequel finalement, nous, on arrivait, quoi. On s'intégrait, donc voilà. Pourquoi pas, quoi. Ouais, tu avais ce choix-là. Est-ce que c'est aussi, et d'ailleurs je vais en profiter pour nous servir la première cuvée, pour que tu puisses aussi nous faire une petite description de tout ça, nous parler aussi d'étiquettes que je trouve très sympa, parce que je pense qu'il y a aussi une histoire là-dessus. Bien sûr, tout à fait. Et merci. J'en perds mes mots. Non, je voulais dire aussi, est-ce que tu as le choix sur une exploitation aussi qui fait que 5 hectares de vignes, de faire autre chose que de la qualité? Tout à fait. T'as raison, bien sûr. Non, il n'y a pas le choix. En fait, vu que t'as... Enfin, bon, la logique derrière que j'essaie d'exprimer, c'est de se dire, de toute façon, vu que je ne peux pas produire de quantité, ça veut dire que je ne peux pas faire de volume et me rattraper sur du volume pour faire suffisamment de vin et potentiellement atteindre un chiffre intéressant qui permet de la pérenniser du domaine. Si j'ai un domaine plus petit, alors dans ces cas-là, je suis obligé aussi d'avoir un certain niveau de prix pour être sûr de... Tout à fait. Tout à fait. Et puis, encore une fois, je pense que... et tu le sais, même si... en tout cas, ce qui est important, c'est que il ne faut pas sous-estimer le travail qui est fait, en fait, pour produire des raisins. Quel que soit, n'importe où en France, c'est la même problématique. Et ce qui est aussi vrai de produire des betteraves, des salades, des tomates. Sûr. Enfin, je veux dire, c'est un prix minimum, voilà. En tout cas, aujourd'hui, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a complètement... je sais pas, on n'est pas... on l'a un peu oublié, comme si on pouvait se dire que quelque chose de matériel... non, ça peut pas valoir moins 2, machin. En revanche, je sais pas, 1 kilo de tomates à 1 €... ça m'arrange, c'est pas très cher. Est-ce que c'est pas parce que... Alors, on rentre dans d'autres débats là, mais est-ce que c'est pas aussi parce que le vin est sorti d'un produit de consommation très courante? Bien sûr. Pour devenir un bien un peu plus de plaisir. Oui. Ou de... Tu vois, avec un positionnement aussi un peu plus haut de gamme. Bien sûr. Une consommation moins régulière et donc avec des tarifs qui peuvent aussi augmenter. Bien sûr. Alors que demain, on va pas manger moins de légumes d'une certaine manière, tu vois. Ouais, mais... je dis pas que c'est une bonne démarche, je dis juste ça aide en tout cas le produit à se premiumiser. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, tu sais, à Bordeaux, on reste quand même dans une problématique de positionnement prix, quoi. Bien sûr. Qui pourrait faire l'objet de tout un épisode. Ensuite oui, parce que Bordeaux, pour nos auditeurs, c'est aussi bien les grands châteaux en élargissant les traits à 300-500 € la bouteille. Bien sûr. Que des petites bouteilles en supermarché. Et il n'y a pas de petites bouteilles, mais ce que je veux dire, des bouteilles à petit prix en tout cas. À entre 4 et 6 € dans plein de supermarchés. Donc ça veut dire des bouteilles qui sont vendues par le producteur 2 € maximum. À peu près, Voilà, ça fait à peu près ça. 2,50 d'après moi, grand max. Donc voilà, donc ça donne un peu un ordre d'idée aussi de la largeur. Tout à fait. Sur des terroirs différents, avec des méthodes agricoles différentes. Bien sûr. Des histoires différentes. Enfin bref, il y a plein de facteurs, mais Bordeaux, c'est tout, c'est les deux opposés, quoi. Tout à fait. Et la chose qui est intéressante dans ce que tu dis, et c'est ça que je voulais exprimer exactement, c'est que c'est dans ces deux opposés, en tout cas, la chose qui est commune, c'est qu'il y a une production de raisin. Ouais. Et qu'en fait, a priori, pour produire du raisin, bien évidemment qu'on fait pas tous pareil et qu'il y a des choses qui permettent d'expliquer ceci, cela. Néanmoins, on produit du raisin. Bien sûr. C'est ça qui est, tu vois, la base. Même métier de base, en tout cas. Exactement. La même base de métier, en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors,
tu veux qu'on parle de ça? Ouais, on va pouvoir parler de ça, ensuite on reprendra. Bien sûr. Alors, cette cuvée, je crois c'est une cuvée qui s'intègre complètement dans ce qu'est Bordeaux aujourd'hui. Donc par l'originalité peut-être déjà de l'étiquette. Oui, alors là aussi cette étiquette. Bon, si vous la croisez, alors peut-être parce qu'il y a des auditeurs qui ne seront pas en format vidéo, l'étiquette elle est assez originale pour le vin de manière générale en France, en tout cas peut-être pas à l'étranger, mais un peu moins à l'étranger, mais en tout cas en France, à Bordeaux aussi. C'est une photo avec un cochon, enfin une laide, je pense, parce qu'il y a des chiottines. Non, cochon. Un cochon et des poules autour dans notre verger. Dans votre verger, ok. Ouais, exactement. Dans un des Carmels, un des jardins. Ouais, exactement, tout à fait. Et en fait, cette photo a été prise par un de nos clients partenaires, j'aime pas dire clients, donc par un de nos partenaires qu'on adore. Et là encore, pour moi, c'est tellement symbolique parce que les gens ne prennent pas en photo les vignes quand ils viennent nous visiter, mais bien évidemment tout ce qui est hors vigne, quoi. Et je crois que ça aussi, d'un point de vue marketing, c'est un vrai sujet toujours de communication qui est assez important. Ouais. Donc voilà, donc cette cuvée qui s'appelle Copain comme cochon, on n'est pas allé chercher très loin. C'est de l'incarnation de A à Z. Exactement. Que l'on a positionné finalement pour nous sur un entrée de gamme, en tout cas... la gamme Copain comme cochon sont des vins accessibles en cave très, très facilement, on va dire, je pense. Tu peux donner un ordre de prix on est autour de 11 euros, 12 euros en cave, quoi. Donc on va dire entre 10 et 13, 15 ouais, maximum. Exactement. Ouais, 10 et 13, t'es très bien, ouais, tout à fait. Et pourquoi on a créé cette cuvée donc il y a 2 ans maintenant? Parce que la période faisant, on s'est dit... C'est intéressant finalement, on a attaqué le marché par le haut. Bien là, peut-être de l'attaquer par un peu plus bas. Okay. Et notamment, cette opportunité se présentait parce qu'en plus, on s'est dit on va faire un blanc de noir. Donc, on est sur une cuvée blanc de noir qui est réalisée à partir de Cabernet Franc. D'accord. Et pourquoi? Parce que ce Cabernet Franc, en fait, que l'on a à la maison depuis le début, hein, qui a donc une 20aine d'années à peu près, c'est un Cabernet Franc qu'on a du mal à équilibrer dans le sens où il est ultra productif. Il nous fait toujours du raisin. Et à chaque fois, du coup, on est bourgeonne, on peut faire des vendanges en verre, etc. Mais c'est pas sa destinée. Enfin, disons qu'il est productif, quoi. Enfin, voilà. Et Yorick m'a dit, écoute, en fait, on va arrêter de le brider. On va lui laisser faire autant de grappes qu'il veut. Et on va en faire du blanc de noir. Okay. En le vendangeant tôt, précocement, pour ne pas que la couleur puisse trop se mettre sur le jus. Et voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la chose qui est importante pour moi à comprendre, c'est que ce blanc de noir est moins exigeant à la vigne et donc moins coûteux et donc nous permet aussi ce positionnement-là. C'était de respecter cette logique. De raisin déjà, exactement. Si on prend vraiment la base du calcul, c'est plus de raisin par pied de vigne égale plus de bouteilles. Exactement. C'était de respecter aussi ce truc de se dire, en fait, elle est moins coûteuse à faire, cette cuvée, donc on peut trouver une cuvée d'accès, quoi. Voilà, on va en faire profiter tout le monde, quoi. Donc, le blanc de noir, peut-être pour les auditeurs et juste pour rappel, donc c'est du raisin rouge que l'on récolte précocement, plus précoce que ce que l'on aurait pris pour du vin rouge, ce que l'on aurait fait pour du vin rouge, que l'on presse directement. Pour avoir plus d'acidité, notamment, c'est pour ça qu'on Exactement, aussi, tu as raison, tout à fait. Moins de couleur, plus d'acidité. On presse directement les raisins, et donc, parce que un grain de raisin, à l'intérieur, sa pulpe est dans la majorité des cas blanche, et donc la couleur ne vient que de la macération avec la peau, et donc là en le pressant directement on obtient du jus blanc. D'accord, donc, voilà. Et donc la question c'est, est-ce que vous avez aussi des parcelles avec dans le domaine pour réaliser du blanc, on va dire, d'une certaine manière? Maintenant, oui, tout à fait. Okay. Sémillon. Ok, d'accord, vous avez planté du sémillon. On n'a même pas planté du sémillon, figure-toi, on a surgreffé du sémillon. Ok. Ce qui est encore une autre histoire absolument incroyable. Surgreffé, ok. C'est-à-dire, la surgreffe, c'est de se dire, j'ai une vigne qui a 20 ans,
je la taille à mort, enfin comme si j'allais en fait l'arracher quelque part. Je laisse des tout petits coursons, enfin voilà. Et ensuite, la technique consiste, alors on a récupéré des sarments d'une parcelle qui nous paraissait très intéressante, fameuse sélection massale. Ouais. Et là, ensuite, on a une entreprise qui vient, qui récupère les bourgeons et qui pratique une greffe qui s'appelle T-Bud. C'est-à-dire qu'il va entailler le tronc à, je dirais, à peut-être 15 cm de la tête, du pied. Okay. Entailler, mettre le bourgeon. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Puis quand on les voit faire, c'est juste incroyable. C'est de la chirurgie. Et en fait, ensuite, la nouvelle variété de vigne va pousser de ce bourgeon qui a été positionné dans le tronc et va sortir le sémillon. Donc, et ensuite, on coupe la tête. L'avantage pour ça, c'est notamment que tu bénéficies du système racinaire qui est déjà en place. Tu récoltes deuxième année, quoi. Ouais, aussi. Incroyable. En plus. Et pour la petite histoire, pour finir là-dessus, figure-toi que ce sont souvent des Équatoriens qui font ça, qui détiennent la technique, le savoir-faire au niveau manuel. On n'aurait pas parié là-dessus. Non, c'est assez marrant. Hein. Enfin, c'est du coup suffisamment commun significatif pour le dire, mais ce sont des gens qui maîtrisent très très bien la technique. Ok, qui est une technique culturelle qui doit être reproduite aussi sur d'autres... Bien sûr, bien sûr. On passe à la dégustation ? Allez. Ce blanc de noir aussi, pour finir sur peut-être sa présentation, c'est aussi un vin qui s'inscrit très bien dans la tendance actuelle, parce que qui dit ramassage précoce dit petit degré d'alcool. Oui. Donc on est sur un vin qui titre 10,5 degrés. Ok. Donc là aussi qui peut s'adapter à plein de profils de consommateurs qui ont envie de boire sans avoir des degrés trop élevés. Oui, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui pour les consommateurs. Tout à fait. Donc un nez, je ne sais pas si tu l'as, mais on a un nez fumé, est assez et qui est très caractéristique de cette cuvée. C'est la deuxième année où on l'a fait, et on a le même. Enfin voilà, fermentation en jarre de grès. D'accord. Alcoolique. Nous, la jarre de grès est un contenant qu'on utilise beaucoup sur le domaine. Pourquoi ? Parce que on ne souffre pas les vins, d'accord, ou très peu. Et ce contenant permet quand même une certaine... est relativement hermétique. D'accord. Et quand tu fais des vins sans soufre, en tout cas selon notre savoir, enfin nos pratiques, tu as besoin de protéger justement le vin de l'oxygène. D'emprisonner un peu plus. Bien sûr. Et donc tu as une microporosité un peu comme sur l'argile ou pas ? Pas trop. Non, le grès, c'est vraiment comme une assiette. Ok. Tu vois, le grès, c'est comme une assiette. Ce sont des jarres qui sont de tradition chinoise. Okay. Les Chinois les utilisaient beaucoup, enfin, de tradition et produites en Chine, donc ramenées en France. Et les Chinois les utilisaient beaucoup pour la conservation du riz, notamment. D'accord, ok. Voilà. Donc on protège au maximum de l'oxygène pour le soufre. Exactement. Et... avec aussi, bien sûr, on peut utiliser du dioxyde de carbone, tu vois, pour protéger également. Voilà, donc fermentation alcoolique en jarre de grès. Est-ce que tu peux faire saliver un petit peu nos auditeurs sur... Ouais, alors on a un nez, moi je trouve qu'on a un nez, bon alors je le connais par cœur, mais on a un nez minéral, alors fumé, minéral, et où on commence à sentir, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je trouve qu'on sent déjà un peu la salinité qu'on va avoir en bouche. C'est-à-dire qu'il y a un côté, alors pas iodé, mais salin, c'est-à-dire un peu sel, quoi. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Mais on a de la poire. Je trouve ça très, très poire aussi au nez. La première fois qu'on a fait déguster ce vin, bref, on était sur un salon en Loire et les copains de Loire étaient comme « Non mais attends, c'est quoi cette histoire vous vous mettez à faire du chenin à Bordeaux maintenant ? On fait comment là ?» Bah mais c'est vrai qu'il y a un petit... C'est du Cabernet. Voilà, c'est du Cabernet Franc. Donc c'est bien du Made in Bordeaux. C'était vraiment drôle. Mais c'est parti alors.
C'est bon déjà. Écoute, en tout cas pour le matin, je pense qu'on est sur un premier vin qui est plutôt... Les auditeurs sont habitués, oui, ils savent que c'est le matin à chaque fois quand on enregistre. Mais je trouve qu'on est plutôt sur un vin qui permet une entrée en matière délicate. Ouais, exactement, oui, ça fait saliver. Il y a une certaine appétence, donc on le sent... Et ça, pour moi, c'est le côté vraiment salin. Alors, je pense que le travail avec la jarre permet quand même... pour moi, ça... relève la salinité un petit peu du vin. Ouais, pour moi, il y a... Donc, c'est pas qu'une question de terroir. Voilà. C'est pas qu'une question de terroir. Alors, on est sur une levure... c'est une levure indigène qui travaille pour la fermentation alcoolique de ce vin-là. Et c'est assez marrant parce que cette levure, finalement, tous les ans... Ça fait 2 ans, mais en tout cas, de notre recul, tous les ans, nous fait ce même profil, quoi. Fumée au nez, minéralité, de la poire. Je trouve qu'il y a un petit côté groseille à maquereau. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut trop connaître, mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce côté-là aussi. Et voilà, c'est ça, ce côté très appétant, où on a envie d'y revenir, quoi, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et alors, du coup, c'est quoi donc, vous êtes arrivé, il y avait 5 hectares. C'était il y a quand même, maintenant, il y a quelques années. 15 ans, ouais. 15 ans, ça passe vite. Ouais. Et vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous avez agrandi le domaine? Est-ce que vous avez réussi, je crois, on a quelques indices avec la cuvée là, mais la polyculture que vous vouliez mettre en place? Ouais. Alors écoute, aujourd'hui le domaine fait 30 hectares, donc on a quand même sacrément grandi. Ok. Surtout sur les 3 dernières années, on va dire. 30 hectares de vignes? Non, pas du tout. 30 hectares. On maintient notre équilibre. Je pense qu'on doit peut-être avoir 6 hectares de forêt maintenant, quelque chose comme ça. En prairie, on doit avoir... de toute façon, pas compliqué, on a 8 hectares de vignes. Donc, tout le reste est en prairie, sauf, j'exagère, on a 2 hectares, 2 hectares et quelques qui sont en fermage à un voisin. D'accord, ok. En bio, mais qui font partie aussi du bloc. Mais nous, on ne voulait pas les prendre. On ne voulait pas avoir plus de 8 hectares. Et lui, ça l'intéressait parce que voilà... Mais tout le domaine donc, est cultivé en bio. Et la chose qui est sympathique aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir vraiment quelque chose de remembré. C'est-à-dire qu'en fait, mis à part la route, on n'a pas de... on n'est pas contigu, avec personne. Quoi. Ce qui est aussi important parce que ce qu'on ne dit pas toujours, mais c'est vrai que quand tu fais une agriculture, vous êtes biologique, même peut-être ça va un peu plus loin que le biologique, il n'y a pas de soufre, etc. Donc, bref, on peut rentrer aussi un petit peu dans ces détails-là, mais quand tu as tous tes voisins qui font une production différente, s'ils sont collés à toi, bien sûr. Voilà, ça a un impact aussi. Oui. Donc l'avantage aussi d'être un petit peu éloigné isolé, de ses voisins, c'est que ça a un effet. En tout cas, ce que tu fais, la manière dont tu conduis les cultures, il n'y a que toi qui a l'impact, quoi. Oui, exactement. Donc ça c'est positif. Donc 30 hectares, donc 8 hectares de vignes. On a un verger en production qui fait 60 arts. Donc ce verger, on a pêche bio, de la pêche, peu importe, des prunes d'Ande, prunes Mirabelle, prunes noires. Voilà, donc ça c'est super, que l'on vend très localement. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, on a des très gros potagers. Le problème, je le rentre dans les cultures parce que Yorick, et maintenant avec notre fils à l'appui en plus, quand ils font de la tomate, ils nous font 100 pieds de tomates. Donc, on est quand même sur des... toujours sur des... C'est une production agricole presque. Voilà, on est quand même sur des notions un peu à chaque fois. Bon, voilà, c'est pour faire rigoler, mais oui, pour nous, ça aussi, c'est très important. On a également des chênes truffiers. On a 50 arts de chênes truffiers au bout du domaine. Qui étaient déjà là? Non. Qu'on a planté nous. Et on s'apprête à planter en septembre. Donc là, à la rentrée, on s'inscrit dans les plans d'agroclimatologie, de remontée des cultures. Et donc, on va planter de l'olivier. D'accord, ok. Pour faire de l'huile d'olive. Ok. Ce qui est assez original quand même. Donc, alors, ça commence à... Tu vois, ce sont des plans d'agroclimatologie définis par l'État. Souvent, ministère de l'Agriculture, appuyé par des recherches. Mais Bordeaux, le vignoble de Bordeaux est en train quand même de... en tout cas, c'est pas une diversification si originale que ça. D'accord. On a visité une oliverie là lundi soir, justement, pour voir comment ils faisaient, partager certaines pratiques, etc. C'était très sympathique, d'ailleurs.
Et voilà, donc il y a beaucoup de projets, en tout cas d'olives à Bordeaux. D'accord, Ouais. ok, oui, c'est un climat qui a été identifié comme étant un potentiel, notamment futur, enfin actuel et futur, tout à fait. Autour de l'olivier. Quoi. Climat, météo, voilà. Donc, à suivre. Donc ça s'est quand même bien diversifié. Oui, tout à fait. Et vous avez toute une partie aussi, du coup, avec des animaux aussi. Oui, tout à fait. Alors, alors ça aussi, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est... tant qu'on l'a pas expérimenté, je suis pas certaine qu'on puisse vraiment se dire « Ah oui ». Mais des animaux sur un domaine, ça change complètement la physionomie du domaine. Parce que des animaux, c'est j'allais dire des petits êtres, je sais pas trop comment dire, mais des êtres vivants dont il faut s'occuper. Et dans la démarche, en fait, c'est très important, je pense. Enfin, moi, je trouve que ça permet toujours de beaucoup relativiser plein de choses, parce que bon, quand on va nourrir les poules ou les cochons, ils ont pas tout à fait les mêmes préoccupations que nous. Ça se sent fortement, et en même temps, c'est très agréable. C'est quand même assez autour de la nourriture. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment. Le plaisir de manger, ils connaissent aussi. Voilà. Mais oui, on a des petits cochons. En fait, le cochon qui se trouve sur cette étiquette. Une fois qu'elle a été créée, mais vraiment là encore, c'était assez incroyable. Il est mort, mais très très peu de temps après. Et à bon entendeur, mais les cochons, pour moi, sont les animaux les plus intelligents qui est sur une ferme. Okay. C'est juste incroyable, c'est très affectueux. Bon, voilà. Et donc, quand Jambon est parti... Il avait sa destinée écrite. On vient de reprendre 3 petits cochons pour animer encore une fois le domaine. Pour nous, ça nous paraît très important, ouais, tout à fait. Donc ça y est, la boucle est bouclée, on est quand même sur de la permaculture là. Ouais, il y a ces notions-là, hein, mais je crois avec toutes les contraintes que cela apporte, hein, mais effectivement, en tout cas... il y a rien d'original à ce que l'on fait, ouais. Je crois que ça a déjà été fait. Oui, ça a déjà été fait, et en même temps, c'est jamais fait exactement de la même manière. Ça vous ressemble aussi, ça s'est fait de manière progressive aussi. Tout à fait. De toute façon, parce que tout ne peut pas être mené en même temps. Non. Tout peut pas être mené en même temps, et il y a vraiment une des leçons que je retiens de cette aventure, c'est que l'agricole s'inscrit dans des temps extrêmement longs. Ouais. Et en fait, ils sont incompressibles. Oui, ça, tu pourras rien faire. Non. C'est pour ça que notre projet Olivier, du haut de nos 40 et quelques années, mais c'est notre dernier projet, en fait. Ouais. Parce que dans 10 ans, ça commencera à devenir sympa, et dans 20, on sera au summum, et bon. Et on espère qu'on pourra prendre un peu de temps pour faire autre chose. Et c'est combien d'oliviers que vous plantez, du coup ? 3 hectares. Ok, d'accord. Ouais, donc ça va être une belle production aussi. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, si tu peux nous parler un petit peu de cette cuvée. Alors, les Caprices, c'est la 2e cuvée qu'on a créée sur le domaine. C'est notre best-seller. C'est celle qu'on produit le plus. Enfin, c'est celle dont la production est la plus importante. C'est celle qui cote à 60 € quand on la laisse vieillir. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, mais c'est celle qui, pour le coup, est largement distribuée sur les États-Unis. Enfin, pour nous, à notre échelle, encore une fois. Et ailleurs, enfin, sur l'export, c'est quand même une cuvée qui est assez importante. Et donc, les Caprices, pour les Caprices du temps. Ok. Un de nos apprentissages, c'était que pour la cuvée Les Vendanges, qui est une cuvée, j'ai envie de dire, traditionnelle Bordeaux, sans aucune connotation négative, j'en suis très fière. D'accord. Un assemblage avec des vignes chardées, des choses très, très précises, etc. Eh bien, sur un millésime comme 2013, par exemple, qui arrivait relativement vite, hein, c'était notre 4e, Dame Nature, elle avait décidé que cette année-là, les fruits, ça allait être compliqué. Ok. Et on s'est confrontés pour la première fois à cette réalité. Et on s'est dit, on a travaillé 3 fois plus que d'habitude, et on a obtenu un résultat qui nous a pas enthousiasmés. Ouais. Exactement. Donc, on a dit, bien, en fait, il y a des années, va falloir qu'on accepte de ne pas faire la grande cuvée, parce que elle n'a pas la hauteur. Ouais, exactement. Et donc, on a créé cette cuvée qui s'appelle les Caprices du temps. Enfin, les Caprices pour les Caprices du temps. Et donc, cette cuvée est très simple. C'est du merlot. Du merlot que l'on ramasse pas trop mûr. Enfin, pas trop mûr. Ce que je veux dire, pas en surmaturité. Mûr, tout simplement. D'accord.
Tout est ramassé manuel. Pour nous, c'est important, dans le respect de la vigne, pour sa pérennité, encore une fois, pour l'ambiance, pour tout ce que ça impulse aussi sur le domaine. Donc, du merlot ramassé à la main, vinifié très classiquement en cuve inox, uniquement. D'accord, donc pas marqué par le bois, du coup. Pas marqué par le bois, que du fruit. Et c'est une cuvée, et c'est intéressant que l'on... Là, c'est un 2024. C'est-à-dire que c'est une cuvée que l'on libère très rapidement sur le marché et qui a cette réputation. C'est un merlot un peu adolescent qui évolue tranquillement, mais qui en même temps fait qu'on a un côté très Pepsi, très croquant en bouche, etc. C'est le genre de vin que moi, j'imagine tout de suite sur des petites grillades, ce genre de choses. Exactement, que tu ou peux même passer... pendant faire cuire les grillades, parfois, si on est un peu impatient. Exactement. Mettre au frigo l'été pour que ce soit légèrement frappé, pour maintenir, en fait, ce côté... merlot qui pour moi peut avoir des défauts, des côtés qui me plaisent pas trop, et que là c'est tout ok, quoi, enfin de par ce process, quoi. Génial, en tout cas. Et du coup les caprices, pour le coup, c'est pas tous les ans. La grande cuvée, c'est tous les ans. Les vendanges, c'est tous les ans. Ouais. C'est pas tous les ans, pardon. Et les caprices, c'est tous les ans. D'accord, ok. Les caprices, on en produit de manière très régulière, aucun problème. D'accord. Non. Bien, c'est plus facile. Enfin, tu vois, c'est du merlot. Le process de vinification est simple. Il y a beaucoup moins de travail à la vigne. Donc, pour nous, c'est plus aligné pour ça. Bah écoute, merci en tout cas pour tout ça. Avant de conclure un petit peu cet épisode, je voulais savoir ce qu'on pouvait te souhaiter un petit peu pour la suite, en dehors d'une bonne vendange déjà. Ouais, c'est vrai. Mais 2025 s'aligne bien. D'accord. Ouais, les planètes sont plutôt très bien alignées. Qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter ? Je crois de continuer à suivre mon intuition. Ok. Alors, c'est une bonne chose. Continue à suivre ton intuition, c'est tout ce qu'on te souhaite. Non, mais je pense que c'est important. On le sent aussi quand même, ça t'habite. Moi, c'est vrai que j'avais une vision assez que j'avais déjà partagée un petit peu sur le fait de dire à l'intuition, c'est parfois une somme de réflexions passées qui ont été tellement accumulées que ça a accéléré le jugement. Bien et donc, sûr. En fait, c'est une décision qui peut paraître presque irrationnel, mais en fait qui est aussi basé sur du rationnel. Mais en tout cas, on te souhaite de suivre cette intuition. Plein de belles choses pour la suite, pour le domaine. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ton déplacement, de venir jusqu'ici pour nous rencontrer, pour ces cuvées. Cette histoire, j'étais ravi aussi de découvrir un petit peu plus comment est-ce qu'on arrive à créer une marque. Voilà, ça fait 15 ans et visiblement ça se passe bien pour vous. Vous êtes différents sur différents marchés. Ouais, tout à fait. On te retrouve majoritairement chez des cavistes, du coup, en France, des restaurateurs. Exactement. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à déguster. On peut commander directement auprès du domaine ? Non. Non, il n'y a pas de commande directe ? Alors, en tout cas, on est complètement disponible pour répondre et dire, là, il y a un distributeur. Enfin, voilà. Il y a tout ça qui fonctionne. Si vous en cherchez, on vous donnera le caviste le plus proche de chez vous. Exactement. Et moi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses pour tout ça, pour nous laisser prendre la parole. Je trouve ça très important et c'est toujours des moments d'échange intenses, je trouve. Écoute, merci pour tout et puis à bientôt. À bientôt. Merci à nouveau encore à Honey App, l'application de gestion de cave à vin qui nous a permis de réaliser cet épisode. L'application de Honey, c'est tout simplement une application qui va vous permettre de gérer votre cave au mieux. Elle va vous permettre de gérer vos stocks, de regarder, de retrouver où est votre bouteille, où est-ce qu'elle est située précisément dans votre cave, mais aussi les accords mets et vins et enfin et surtout l'apogée de vieillissement de votre bouteille, ce qui vous permettra de la boire au bon moment. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode.